Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans la matinale, une émission proposée par Gestion de Fortune, Investissement Conseil, Profession CGP et Patrimoine 24. Au sommaire de cette édition, après la surprise des élections législatives, quel impact sur l'économie? C'est la question qu'on va se poser. Ensuite, on parlera des pays nordiques, pourquoi c'est intéressant de diversifier et d'investir sur ces pays. Et enfin, assurance vie luxembourgeoise, la matinale, c'est parti! Et dans la matinale, tout de suite, on va se poser la question quel impact des élections législatives sur l'économie, donc économie et politique, avec une économiste indépendante renommée, Véronique Riche-Flores. Bonjour. Bonjour Fabrice. Vous êtes donc économiste indépendante chez Riche-Flores Research, votre société. Véronique, quelle surprise ces élections d'abord européennes avec cette vague bleu marine et puis ce reflux finalement avec ces résultats qu'on a appris il y a quelques jours. Comment va-t-on gouverner? Ça, c'est une bonne question. Mais plus encore, ce qui nous intéresse, c'est quel impact sur l'économie? Par exemple, on a vu que les marchés n'avaient pas tellement réagi. Alors, les marchés, oui, effectivement, les marchés français n'ont pas tellement réagi. Pourquoi? Parce que finalement, les marchés aiment bien les coalitions. Finalement, la perspective d'une coalition, c'est la perspective d'un compromis, donc de quelque chose qui, voilà, qui peut être, qui n'est pas trop impactant et qui peut être dilué dans le temps, etc., qui arrive à un accord. Donc, je pense que c'est la raison première pour cette réaction des marchés, finalement relativement limitée. Oui, on ne va pas renverser la table. Il n'y aura pas de grand soir, il n'y aura pas voilà, de révolution, en tout cas. En tout cas, la perspective d'une coalition conduit de facto à cette conclusion. Après, est-ce qu'on arrivera à une coalition? Laquelle, avec quel calendrier? Alors là, on est comme tout le monde, on ne sait pas. Et les conséquences économiques, finalement, elles vont dépendre à la fois du programme économique d'une prochaine coalition éventuelle ou non. Ça veut dire, en premier lieu, un grand attentisme qu'on commence déjà à voir dans les dernières les informations économiques de haute fréquence. Ils disent, il se passe plus grand-chose oui. sur l'immobilier. Un exemple, effectivement, l'immobilier, vous l'avez dit, tout a été gelé dès l'annonce de la dissolution. Tout à fait, parce qu'il y a, on le sent, et d'ailleurs c'était visible dans le programme, que ce soit du Rassemblement national ou de l'Union de la gauche, un programme qui a quand même des bases fiscales très importantes, des propositions sur la fiscalité, soit du patrimoine, soit de succession, soit des revenus, donc des points effectivement qui sont très sensibles pour les marchés et pour nos économies. Et n'oublions pas qu'on a un taux d'épargne de plus de 17% en France, que l'épargne constituée ces dernières années est considérable. Et donc, il y a un élément de sensibilité extrême qui se reflète sur les marchés. Donc, pour répondre à la question, quel impact économique? La vérité, c'est qu'on ne sait pas. On ne sait pas, d'abord parce qu'on n'a pas le programme. Si on n'a pas la coalition, on n'a pas le programme qui va avec. Et même dans les programmes qui ont été ficelés en toute vitesse par les uns ou par les autres, eh bien finalement, on voit bien qu'il y a beaucoup de choses qui... D'abord, il n'y a pas le calendrier en général, et puis il y a beaucoup de choses qui seront très difficiles à implémenter. Si on prend le programme de NFP par exemple, mais on vous dit 1600 € de SMIC net. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est une augmentation immédiate du salaire minimum interprofessionnel à 1600 € net, y compris l'augmentation brute? Est-ce qu'il y a une compensation par des baisses de charges? C'était le programme de l'ex-ministre de l'économie. Ou voilà, donc on voit bien qu'il y a tout un tas de choses encore à affiner qui vont être cruciales dans le cas d'une coalition ou avec le NFP ou d'un Premier ministre de ce côté-là. Donc, beaucoup d'incertitudes, probablement un impact sur le PIB du troisième trimestre, assez significatif, il ne se passe plus rien. La question, c'est, est-ce qu'on rebondit derrière? Il me semble quand même que derrière toutes ces élections, il y a des revendications fortes de pouvoir d'achat en France
et en Europe, et qu'on aille dans cette direction. Combien de temps, comment l'intégrer aux perspectives économiques, c'est très complexe. Alors justement, on parle d'Europe également. On a vu cette vague pour le RN pour les européennes. Mais au-delà, on peut se poser la question effectivement de cette politique de l'Union européenne, voilà, qui s'est largement ouverte ces dernières années, voire ces dernières décennies. Et finalement, on a le sentiment peut-être en Europe que ça ne nous a pas forcément profité, et même peut-être qu'on a été déclassé par rapport à d'autres régions du monde. Est-ce que c'est un sentiment de déclassement qui est réel ou est-ce que c'est supposé? Il y a un vrai sujet, en tout cas. Il y a un vrai sujet et je pense que c'est pas tout à fait neutre dans les résultats du vote. Hein. On a cette Europe qui s'élargit, qui quand même s'élargit beaucoup sur sa partie est, forcément, parce que nous, on est au bout, et qui devient de moins en moins transparente dans ses objectifs, dans sa façon de procéder, et qui, effectivement, à coup d'élargissement perpétuel, on a envie de dire, permanent. Et alors, quand c'est un élargissement vers des petits pays, ça n'a pas trop d'impact économique. Et on est tous contents de voir le niveau de vie profiter de cet élargissement européen. Quand il s'agit d'économies plus importantes, naturellement peut-être la Pologne, mais pas que d'ailleurs, eh bien, ça devient beaucoup plus complexe. Ça devient beaucoup plus complexe parce qu'on est dans une zone de libre circulation des personnes, des biens, et du capital. Et ce qui se passe en réalité, c'est que à chaque fois qu'on introduit un nouveau pays, il y a un mouvement du capital qui fout le camp quelque part ou qui se déplace vers le pays, en général à moindre coût de main-d'œuvre, forcément, il y a moins de développement. Et ça crée des chocs économiques permanents et une espèce d'instabilité. Et donc, effectivement, est-ce qu'on a un déclassement absolu? On peut pas le dire encore, mais ce qu'on voit effectivement, c'est qu'en relatif, les niveaux de vie dans les pays des pairs européens, et la France en particulier, mais pas que, eh bien, le niveau de vie par rapport à la moyenne de l'UE baisse. Et si vous prenez les régions françaises, finalement, à part l'Île-de-France et la région PACA qui est juste au niveau de la moyenne européenne, toutes les autres régions ont vu leur niveau de vie relatif baisser dans des proportions substantielles, c'est-à-dire qu'on est en général en 10% inférieur à la moyenne de l'UE. Ouais, donc beaucoup plus que l'Italie, que l'Allemagne par exemple? Beaucoup plus. Alors paradoxalement, on pourrait se dire, ah bah oui, mais il y a pire, et en Allemagne, il y a les Länder de l'ex-Allemagne de l'Est. Mais non, les Allemands, oui, il y a des écarts de niveau de vie qui sont très importants, mais une distribution de la richesse entre les différentes régions qui est beaucoup plus équilibrée, y compris en Italie. L'Italie qui a la moitié de ses régions, bien évidemment, il y a toujours le problème du Sud, mais finalement qui a beaucoup mieux résisté. Nous, on a, alors probablement pour des raisons historiques, l'Île-de-France a toujours été une concentration énorme, et puis des raisons politiques, la gestion politique en France n'a pas particulièrement favorisé le développement des régions et le rattrapage des régions. Et ça, on le paye par un certain désarroi de la population qui va au-delà des conséquences économiques, qui est vraiment un sentiment, effectivement, de déclassement ou de plus comprendre ce qui se passe, de plus maîtriser politiquement ce qui se passe. Oui, et voilà, et ça se traduit évidemment dans les urnes. En tout cas, merci pour cet éclairage, Véronique Riche-Flores. Je rappelle que vous êtes économiste indépendante chez la structure éponyme Riche-Flores Research, et à très bientôt dans la matinale. Merci Fabrice. Et tout de suite dans la matinale, on part dans les pays nordiques. Alors pourquoi diversifier son portefeuille sur ces pays nordiques? On en parle avec un spécialiste, c'est Michel Proutot. Bonjour Michel. Bonjour. Vous êtes associé de Pareto AM, qu'on connaît peu, mais qu'on va connaître mieux grâce à vous. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette société? Tout à fait. Déjà Pareto, c'est un nom qui porte, évidemment, tout le monde connaît la loi de Pareto. Mais c'est pas vraiment norvégien ou scandinave comme nom, on est bien d'accord. Mais voilà, c'est le nom d'un groupe financier, déjà, pas seulement une société d'asset management, mais d'un groupe financier qui est un peu le Paribas des pays nordiques, c'est-à-dire très présent, très rentable, très présent sur les pays nordiques, en termes d'introduction en bourse, en termes de listing d'obligations, et qui fait à peu près 1100 personnes à travers le monde, des bureaux jusqu'en Australie, à Houston aussi, aux US. Voilà, et moi je travaille au sein de la société d'asset management qui s'appelle Pareto Asset Management. Tiens, je fais une parenthèse justement sur les introductions en bourse. Bon, c'est un petit peu les vaches maigres en ce moment, en Europe continentale, notamment en France, mais pas du tout dans les pays nordiques.
Oui, tout à fait. Alors ça, je vous en ai un petit peu parlé, le chiffre 501, c'est un chiffre qui doit vous parler, non? C'est pas seulement un blue jean, mais c'est aussi le nombre d'introductions en bourse qu'il y a pu y avoir sur les 10 dernières années en Suède. Voilà. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que c'est le même nombre, en fait, que les introductions en bourse cumulées en France, en Allemagne, dans les Pays-Bas et en Espagne. Ouais. Donc un petit marché comme la Suède, 10 millions d'habitants, il y a autant d'introductions en bourse sur les 10 dernières années que sur des marchés beaucoup plus développés en Europe continentale. Voilà qui illustre en tout cas ce dynamisme des pays nordiques. Alors on va parler d'un fonds en particulier, le Pareto Credit Corporate Bonds. De quoi s'agit-il? Alors déjà, c'est un fonds qui fait 1,5 milliard d'euros, d'accord, avec de façon prédominante des clients institutionnels qui sont venus investir dans ce fonds-là justement pour se diversifier par rapport à leurs expositions classiques. Donc c'est un fonds qui est géré par trois gérants basés à Oslo, qui est notre principal bureau, et à Stockholm. Voilà. Les caractéristiques de ce fonds-là, ça apporte de la diversification, hein, évidemment, puisqu'on est investi uniquement dans les pays nordiques, hein, des sociétés qui opèrent dans les pays nordiques. Deuxièmement, la plupart des obligations sont à taux variable, Oui. donc peu de sensibilité aux paramètres de taux d'intérêt. Et troisièmement aussi, des maturités assez courtes sur les obligations, ce qui fait également peu de sensibilité aux variations de spread de crédit. Combien de temps? 18, 24 mois? 2 ans, en 2 fait, ans. sur la maturité des obligations. Et la sensibilité de taux, elle est inférieure à 1 an, elle est autour d'1 an généralement. Et au-delà de ça, c'est un fonds qui a aussi un carry assez attrayant, hein, autour de 8% au jour d'aujourd'hui. Donc ces paramètres-là combinés font qu'on a des performances très attractives quelque part, et aussi une belle résistance dans la baisse. On a pu le montrer en 2022, par exemple, où le fonds a très peu décalé à la baisse. Ouais, on s'en souvient, année compliquée, hein, et pour les actions et pour les obligations. Quelle est votre typologie de client, justement? Alors, moi, personnellement, j'ai commencé par une clientèle institutionnelle en France, en Belgique. Donc, sur ce fonds qui fait 1,5 milliard, je pense qu'on a bien 1 milliard, 1,2 milliard de clients institutionnels européens et scandinaves, d'ailleurs. C'est quoi? C'est typiquement des caisses de retraite, des fonds de pension, des gérants de multigestion. Voilà. Est-ce que les conseillers de gestion de patrimoine qui nous regardent vont pouvoir bientôt en mettre dans leur porteuil? Tout à fait, c'est déjà le cas. C'est déjà Oui. le cas. Ça fait à peu près 1 an maintenant qu'on est actif, hein, sur le marché patrimonial. Et à tout vous dire, on a pas mal de succès, hein, lors des présentations qu'on fait dans les territoires de France. Je pense qu'il y a vraiment un intérêt de la part des CGP pour cette belle région qu'est la Scandinavie, et aussi pour le caractère diversifiant de notre fonds, qui est le rapport de la sérénité. Voilà, c'est un peu le maître mot qu'on met en avant, c'est le rapport de la sérénité par rapport au dialogue qu'ils ont avec leurs propres clients, puisqu'on baisse moins que les autres fonds, hein, en période difficile. Et là, on sort de 15 mois de performances positives, back-to-back. Chaque mois, depuis 15 mois, on a une performance positive sur ce fonds. Donc aussi, une certaine forme de sérénité dans les marchés aussi. Pour élargir un petit peu, Michel Proto, justement, vous qui connaissez bien cette région, pourquoi c'est intéressant d'investir justement sur les pays nordiques? On les connaît, ces pays, comme un peu les fourmis de l'Europe, vis-à-vis des cigales que nous sommes, hein, les pays du Sud. Pourquoi est-ce que c'est important? Pourquoi c'est intéressant de diversifier vers ces pays? Alors souvent, c'est ignoré un peu, hein. Souvent, la plupart des investisseurs ont tendance à considérer que c'est un marché de niche. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'habitants, hein. Au total, je crois qu'on est 25 millions d'habitants. Mais pour autant, c'est un marché très très intéressant pour un investisseur qui cherche un peu à trouver des solutions dans son allocation de patrimoine. Typiquement, c'est des marchés en croissance, hein. On a parlé des introductions en bourse. Sur le marché obligataire, le mois dernier, c'était le plus grand mois en termes d'émissions obligataires sur le marché nordique, depuis le début en fait du lancement de ce marché-là. Donc ça vous montre qu'en ce moment, voilà, très très belle dynamique de croissance. C'est les pays qui génèrent de la croissance, une croissance plus élevée que sur les pays d'Europe continentale. Et l'autre facteur que vous avez évoqué, c'est vrai, c'est les pays d'orthodoxie financière. Je citerai seulement un exemple, hein, le Danemark, ça fait 7 ans de suite là, qu'ils sont en surplus budgétaire. Chaque année, surplus budgétaire dans ce pays-là, sans parler de la Norvège, hein, avec le fonds souverain norvégien. Voilà, mais c'est vrai que c'est une notion qu'on a un peu oubliée en France, hein, le surplus budgétaire. Je crois que le dernier remonte à 1974. Donc oui, une mentalité peut-être protestante, plus soucieuse de protéger le bien commun, quelque part. Et puis très entrepreneuriale aussi, c'est ça qui est intéressant, c'est cette dualité, souci du bien collectif, mais en même temps laisser
la possibilité aux individus de se lancer, de tenter de nouvelles aventures, d'où cette émergence de licornes, de start-up, notamment en Suède. Et ben voilà, en tout cas, en plein marasme politico-économique en France, on pourrait évidemment s'en inspirer. Merci Michel Proto, je rappelle que vous êtes associé chez Pareto AM. À très bientôt dans la matinale. Merci à vous. Et tout de suite, dans la matinale, on va s'intéresser au contrat d'assurance vie luxembourgeois avec un expert, c'est Raphaël Torres. Bonjour Raphaël. Bonjour Fabrice, enchanté. Responsable du développement commercial chez CNP Luxembourg. Alors CNP Luxembourg, c'est vrai que c'est un petit peu le dernier arrivé sur le marché haut de gamme de l'assurance vie luxembourgeoise. Est-ce que vous pouvez nous présenter cet établissement ? Alors CNP Luxembourg, c'est une filiale à 100% de CNP Assurance. Et c'est une compagnie d'assurance vie luxembourgeoise qui a effectivement reçu son agrément par le commissariat aux assurances le 30 novembre 2015 et qui a néanmoins débuté réellement sa commercialisation en 2018. Ceci était le temps nécessaire à la mise en place de premiers partenariats, notamment auprès de sociétés de gestion et de banques dépositaires en France et au Luxembourg. Aujourd'hui, quelques 6 ans et demi plus tard, CNP Luxembourg dispose d'un encours à hauteur de 3,5 milliards d'euros via un taux d'unité de compte en stock de 57%. Et pour ce faire, nous proposons la souscription de contrats d'assurance vie et de capitalisation luxembourgeois à destination des résidents français, italiens, belges et luxembourgeois. Et voilà, et on en parle beaucoup en ce moment, évidemment, ça attire cette assurance vie luxembourgeoise. Alors vous nous avez dit que vous faites partie de CNP Luxembourg depuis son origine en 2018, donc avec cet agrément. Si on fait le bilan 6 ans après, quel chemin parcouru, Raphaël ? Je dirais que par le biais d'un développement que je qualifierais de sain et continu, CNP Luxembourg est aujourd'hui un acteur majeur de la place luxembourgeoise. Et pour ce faire, nous sommes passés d'un effectif initial de 3 collaborateurs à une petite quarantaine aujourd'hui, et ceci toujours dans le respect de notre premier engagement, à savoir la mise à disposition d'un service sur mesure au soutien de nos offres. Et depuis 2018, de nombreux partenaires nous ont fait confiance, qu'il s'agisse de partenaires courtiers, banques dépositaires ou sociétés de gestion, dans le cadre de notre développement. Cette relation de confiance s'est bâtie par une réelle co-construction avec nos partenaires. En effet, CNP Luxembourg est constamment à l'écoute des besoins du marché et de ses partenaires. Ceci en vue d'innover d'une part, mais également de bâtir une offre répondant aux besoins des souscripteurs et à l'évolution de leurs besoins. Mais avant tout, CNP Luxembourg, c'est une compagnie ambitieuse et nous pouvons profiter de la force d'un grand groupe, CNP Assurance, qui nous soutient au quotidien et qui nous permet aujourd'hui d'aborder de nombreux projets pour l'avenir. Alors justement, on s'intéresse aux ambitions de ce groupe. Quelles sont-elles à moyen terme ? Alors très clairement, c'est le fait de ne pas demeurer un acteur majeur de la place, mais d'en devenir un acteur incontournable. Et pour ce faire, nous avons déjà diversifié notre offre, tant géographiquement que sectoriellement. Géographiquement, tout d'abord, nous avons développé des nouveaux marchés de distribution par le biais d'un produit destiné aux résidents belges en 2019 et plus récemment, fin 2023, d'un produit destiné aux résidents italiens, sur lequel nous nourrissons de grosses ambitions, notamment au vu de la création par CNP Assurance d'une business unit Wealth Management composée des équipes françaises, italiennes et luxembourgeoises. Sectoriellement également, au cours du dernier salon Patrimonia en septembre dernier, CNP Luxembourg a lancé son nouveau produit, le produit Alizé, à destination des partenaires CGP et de leurs clients. En parallèle, depuis 2018, CNP Luxembourg a su faire évoluer sa politique d'investissement. D'une part, en respectant les engagements forts pris par CNP Assurance, et d'autre part, en se montrant complémentaire au Code des assurances français par l'application de la réglementation financière luxembourgeoise, la circulaire 15.3. Par exemple, nous proposons à l'investissement dans nos contrats de vie et de capitalisation, des investissements via des dépôts à terme d'une part, et sous condition des actifs à liquidité réduite ou des fonds de private equity. Bien sûr, nous n'oublions pas également la volonté de digitalisation des actes aujourd'hui, parce que c'est un peu le sens de l'histoire, Fabrice. Et ici, nous réfléchissons continuellement et au quotidien avec le groupe à proposer les meilleures solutions à nos partenaires. Par exemple, au cours du prochain salon Patrimonia en septembre 2024, nous allons pouvoir proposer aux partenaires CGP et leur présenter notre nouvelle plateforme full digital développée avec la société Harvest. Voilà, qui plaira effectivement aux conseillers en gestion de patrimoine. Alors on parle un petit peu, Raphaël, du seuil d'entrée maintenant sur les contrats. On rentre un petit peu dans le détail. Quel est justement ce seuil d'entrée ? Alors le seuil d'entrée, en réalité, il est double, Fabrice. D'une part, il est de 500 000 € pour le produit destiné aux partenaires institutionnels. D'autre part, il est de 125 000 € pour le produit destiné aux partenaires CGP. Attention toutefois, ce seuil d'entrée de 125 000 € reste à relativiser, puisque s'il est bien existant, il limite considérablement l'accès à des actifs au sein de son contrat relativement à la réglementation luxembourgeoise dont je vous parlais tout à l'heure.
Il y a une offre en ce moment, Raphaël, sur le contrat. Il faut en profiter jusqu'au 31 juillet. Quelle est-elle? En effet, Fabrice, jusqu'au 31 juillet 2024, CNP Luxembourg propose une offre bonification sur son support en euros. À savoir que sur les nouveaux versements réalisés sur les contrats existants ou sur les nouveaux contrats souscrits, un souscripteur pourra bénéficier, moyennant un taux d'UC annuel moyen de 40%, d'une offre bonification sur la participation aux bénéfices dont il bénéficiera en 2024 et 2025, pouvant aller jusqu'à 5,60 bruts de frais de gestion. Cette offre bonification, elle s'articule autour de deux piliers. D'une part, un bonus sur flux et d'autre part, une bonification sur stock. Et c'est d'ailleurs ici que j'aime souligner cette offre de bonification sur stock. Puisque si CNP Luxembourg s'est accompagné ses nouveaux souscripteurs par le biais d'une offre bonification très conséquente, en revanche, la première préoccupation de CNP Luxembourg revient à récompenser ses clients existants depuis 2018 par l'attribution de bonus sur stock continuellement, visant à féliciter leur fidélité. Voilà, 5,60%, voilà, qui va attirer sûrement beaucoup de capitaux. Une question sur les CGP, les conseillers en gestion de patrimoine. Comment vous travaillez au jour le jour avec eux? Alors d'abord, il est important de préciser que le partenaire institutionnel représente le marché historique et aussi cœur de cible de CNP Luxembourg. Concernant les CGP, nous avons la chance de pouvoir nous appuyer sur nos équipes constituant en France au quotidien, toujours sur le terrain, en vue de présenter notamment CNP Luxembourg et une offre commune France-Luxembourg. Nous proposons également à destination des CGP des formations validantes dans le cadre de DDA qui sont organisées par CNP Assurance sur 2 jours et leur permettant au siège social à Issy-les-Moulineaux de valider un parcours de formation de 15 heures 2 fois par an. Voilà, on en sait un petit peu plus sur CNP Luxembourg. Et cette formation, un dernier mot, Raphaël, justement, sur cette aventure que vous menez au Luxembourg? Effectivement, Fabrice, c'est une belle aventure. Moi, j'ai rejoint les équipes de CNP Luxembourg en mars 2018 et c'est à la fois une drôle d'aventure remplie de beaucoup d'anecdotes au quotidien, mais également une magnifique aventure humaine et professionnelle. Tout simplement parce que j'ai la chance au quotidien de travailler avec des équipes et d'avoir toujours travaillé avec des équipes consciencieuses et soucieuses des besoins des partenaires, mais aussi de pouvoir bénéficier de l'appui d'un groupe, de la force d'un groupe à l'écoute de nos besoins. Mais surtout, j'ai la chance de pouvoir travailler avec des partenaires non seulement intelligents, mais avant tout bienveillants, qui nous permettent de travailler en co-construction aujourd'hui. Donc il ne faut surtout pas hésiter à nous appeler aujourd'hui, à se rencontrer pour pouvoir poursuivre ensemble l'écriture d'une très belle histoire. Et ben voilà, on en sait un petit peu plus sur CNP Luxembourg. En tout cas, ce qu'on peut dire, ce sont des ambitions qui se confirment. Merci Raphaël Torres. Je rappelle que vous êtes responsable du développement commercial de CNP Luxembourg et à très bientôt dans la matinale. Merci beaucoup Fabrice, à très bientôt.